Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale comics et bande dessinée. Comme chaque mois je vais vous montrer celles que j'ai lues et vous dire ce que j'en ai pensé. Et comme d'habitude on va essayer d'aller assez rapidement parce qu'il y a tout ça dont j'aimerais vous parler. Et pour retrouver toutes mes chroniques complètes, n'hésitez pas à aller sur pugoscope.fr. Alors oui, au début de la vidéo j'ai dit BD et comics, mais en fait j'ai aussi lu un manga. C'est Le Maître des Livres, tome 1 par Umiharu Shinohara. On voit que ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas lu de manga, n'est-ce pas? Quand j'étais au lycée, je lisais pas mal de mangas, pas du tout de BD ni de comics, et puis soudainement j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi. Et puis là récemment, je me suis dit tiens, je relirais bien quand même une nouvelle saga de manga, pourquoi pas, j'avais envie de quelque chose d'assez poétique et touchant, pas d'action, hein, clairement, vraiment quelque chose de un peu tranche de vie. Du coup cette saga elle me faisait de l'œil parce qu'elle tourne pas mal, elle est assez connue et tout le monde dit que c'est super cool. Il y a 14 tomes et puis c'est vrai que moi la couverture me faisait déjà pas mal envie avec ce bonhomme devant une bibliothèque, évidemment moi ça me parle. On va suivre le personnage de Mikoshiba qui est un bibliothécaire à la Rose Trémière, une bibliothèque pour enfants. Il a un sale caractère mais ça n'empêche pas les enfants de vraiment bien l'aimer parce qu'il a un certain talent pour choisir les livres qu'il leur faut. Du coup on va suivre divers personnages qui vont se retrouver un peu par hasard dans la bibliothèque où Mikoshiba va leur proposer des lectures qui vont leur faire réfléchir sur leur propre vie. Et voilà, je n'en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui est exactement ce que je recherchais, puisqu'on va tout simplement suivre le quotidien d'une bibliothèque et on va montrer tout ce que les livres peuvent apporter aux gens. Donc on a une belle réflexion sur les livres et sur notre société actuelle. C'est un manga hyper fluide, hyper plaisant à lire, qui donne le sourire et qui nous donne envie de lire encore plus de livres, et ça je trouve que c'est plutôt cool. Les personnages sont très attachants, hein, même le bibliothécaire Mikoshiba qui a un sale caractère, on l'aime bien, il est assez mystérieux et on a envie d'en savoir plus sur son passé. Il n'y a pas vraiment d'action à proprement parler, comme je l'ai dit, c'est vraiment un manga tranche de vie. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les dessins sont assez jolis, sont propres, ils vont bien avec le thème proposé. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, et si vous recherchez un manga assez posé, avec une bonne dose d'humour quand même présente, eh bien vous pouvez lire ce premier tome qui est très très bon, et je pense que je vais emprunter le tome 2 très rapidement. On continue avec une BD, c'est La Brigade des Cauchemars, tome 1, Sarah par Franck Tillier, et dessiné par Yoongi Dumont. Et c'est paru aux éditions Jungle dans leur nouvelle collection qui s'appelle Frisson. Donc là le scénariste c'est Franck Tillier, l'auteur français de thrillers bien connu. Avec cette nouvelle collection qui s'appelle Frisson, l'éditeur Jungle va nous proposer des BD de thrillers pour les adolescents. Ici on va suivre Tristan et Esteban qui ont 14 ans et qui font partie de la Brigade des Cauchemars. Puisque grâce à une espèce de machine, ils vont avoir la faculté de rentrer dans les cauchemars d'autres enfants pour trouver la source de leurs angoisses et du coup les aider dans la vraie vie. Dans ce premier tome, du coup, ils vont pénétrer dans le cauchemar d'une petite fille qui s'appelle Sarah, et ils vont tenter de l'aider. Mais Tristan a déjà l'impression d'avoir vu cette jeune fille, et du coup, malgré l'interdiction de fouiner, il va essayer d'en savoir plus, et 3 petits points. Voilà, c'est vraiment une BD très courte, c'est un premier tome très introductif qui introduit bien les personnages, qui pose un univers plein de mystères, avec une machine qui est assez intrigante, qui a ses propres règles, ça j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup l'idée de base, pénétrer dans les cauchemars des enfants pour essayer de les aider dans la vraie vie, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça peut donner lieu, je pense, à des expérimentations graphiques qui peuvent être hyper stylées en BD. Alors là, dans ce premier tome, on n'est pas dans un cauchemar complètement foufou, il reste assez concret, mais il y a quelques petits détails au niveau du dessin qui font qu'on voit vraiment que c'est un cauchemar, et j'ai trouvé ça assez stylé. Niveau horrifique et éléments effrayants, il y en a pas beaucoup, c'est quand même assez soft, je sais pas si ça ira crescendo au fil des tomes, mais là c'est assez accessible, ça fait pas du tout peur. Et pour ce qui est de la fin et de la résolution du cauchemar, de la solution, c'était plutôt convenu, mais c'était quand même assez efficace et c'était bien foutu. En plus de ça, niveau dessin, j'ai vraiment beaucoup aimé la patte de Yoongi Dumont, du coup, qui propose un dessin assez gribouillé. Vous savez que moi j'aime bien quand c'est un peu gribouillé, un peu pas super propre, avec des décors qui sont vraiment bien faits au niveau du cauchemar. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
Donc voilà, si vous cherchez un thriller adolescent niveau BD, c'est franchement pas mal, c'est sorti l'année dernière et donc on attend le tome 2 avec impatience. On continue avec un comics mi-BD, mi-manga. Vous savez que j'adore cette série, c'est mon gros coup de cœur, avec Dan aussi, il adore. C'est Freak Squill de Florent Maudoux, chez le label 619 de chez Ankama. Et donc là c'est le tome 3 et il s'appelle Le Tango de la mort. Comme c'est le tome 3, je vais essayer de pas trop rentrer dans l'histoire de ce tome 3, donc je vais revenir un peu sur le pitch de départ de la série si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos. Donc on suit les personnages d'Ombre, Chance et Xiong Mao qui sont 3 étudiants dans une université pour devenir des héros, la FEAH. Donc ils y suivent un cursus universitaire avec des cours, des examens, des devoirs, ils doivent affronter des monstres, faire attention à leur image, savoir travailler avec les médias, etc. C'est super fun, frais, c'est trop bien. Il y a un côté assez mystérieux et une grosse dose d'humour, et vraiment, moi, voilà, chaque tome, je me marre toute seule. Dans ce tome-là, on continue à suivre nos 3 personnages qui avaient pour examen dans le tome précédent de proposer un plan de domination mondiale qui ne se passait pas trop comme prévu, Du coup, s'en est suivi une sorte de combat avec l'école concurrente qui s'appelle Saint-Ange, et du coup un duel a été proposé entre les 2 écoles, et du coup c'est Chance qui doit affronter l'adversaire de l'école concurrente, n'est-ce pas? Et du coup on a Xiong Mao et Ombre qui vont descendre aux enfers pour forger une arme vraiment digne de ce nom et capable de vaincre l'adversaire. C'est encore un tome que j'ai adoré, même si j'ai préféré le tome 2, je saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être que là, le tome 3 commence par un combat qui dure un peu trop longtemps à mon goût, et puis comme on a Xiong Mao et Ombre qui sont aux enfers, on a notre trio qui est séparé, et du coup, voilà, on sent vraiment l'isolement des personnages, ce qui fait que ça a un tome un peu plus sérieux, un peu moins drôle, mais j'ai quand même grave kiffé. On en apprend un peu plus sur certains personnages, il y a des mystères qui commencent à se dévoiler, des révélations, et puis ça se termine sur un cliffhanger, donc là, cet après-midi, je vais courir prendre le tome 4, parce qu'il faut qu'on sache la suite. Voilà, comme toujours, les dessins de Florent Maudoux sont au top, ils sont dynamiques, un mélange entre manga, comics, BD, ça fonctionne super bien. C'est juste une saga hyper addictive, et vous, si vous connaissez encore pas, il faut vous lancer. Si vous recherchez un comics qui est drôle, de fantasy, qui est fun, qui est frais, avec des personnages qui ont des pouvoirs, avec des mystères, de l'action, des combats, des lieux vraiment fascinants, un scénario bien ficelé, tout est dans Freak Squill. On continue avec une nouvelle série que je viens de commencer, c'est Le Château des Étoiles, tome 1, par Alex Ellis, et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Ça c'est vraiment une BD qui me faisait envie depuis longtemps, parce que déjà elle est super belle. C'est une BD qui date de 2014, et le truc qui est assez cool, c'est qu'elle a été publiée à la base sous la forme de 9 journaux. Donc en librairie, tout de suite ça accrochait le regard et c'était hyper stylé, on avait ces journaux avec des articles, des images, donc des dessins, etc. C'était hyper stylé. Mais bon, je l'avais pas acheté à l'époque, et du coup là c'est ressorti sous forme de BD un peu plus classique. On a 3 BD dans laquelle à chaque fois on a ces 3 journaux. Là on se situe en 1868, donc au 19e siècle, où la maman de Séraphin, qui est une scientifique et une aventurière, tente de prouver l'existence de l'éther, qui est une substance qui permettrait de voyager dans l'espace et de faire des machines vraiment hyper rapides. Mais elle disparaît mystérieusement, et un an plus tard, une lettre anonyme va parvenir à Séraphin et à son père, leur disant que le carnet de bord de la maman de Séraphin a été retrouvé et qu'il faut qu'ils viennent le rechercher. Du coup, ils se mettent en route jusqu'à un château en Bavière, habité par le roi Ludwig, évidemment. J'ai adoré cette BD, Dan aussi, clairement, on a adoré, c'est vraiment une belle histoire, vraiment passionnante. Puisque voilà, il s'agit de rendre possible la conquête de l'espace au 19e siècle grâce au pouvoir de l'éther. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur va utiliser une théorie scientifique qui a existé. L'éther c'est quelque chose sur lequel les scientifiques ont travaillé il y a pas mal de temps, même si c'est une théorie qui s'est avérée inexacte ou fausse ou je sais pas quoi. Et du coup là il propose une histoire dans laquelle cette théorie fonctionne en fait, vraiment propose quelque chose qui
peut marcher. En plus de ça, on a vraiment une référence à Jules Verne avec son De la Terre à la Lune, et du coup on a vraiment une histoire qui est très poétique, qui est très, de voyage, subtil, c'est super joli. Nous on va suivre un trio de personnages hyper intéressants et attachants, donc avec Séraphin et puis 2 autres compagnons qu'il va trouver en Bavière, et ensemble ils vont former les Chevaliers de l'Éther, et ils vont tout faire pour protéger ce nouveau vaisseau qui fonctionne à l'Éther, et puis ils vont se rendre compte qu'il y a des complots politiques qui se trament au château, parce qu'on a la Prusse qui veut grignoter un peu tous les territoires, y compris la Bavière, et en plus de ça, si elle peut s'emparer du pouvoir de l'Éther et devenir le maître du monde, on va dire, ce serait pas mal. Voilà, du coup j'ai vraiment bien aimé aussi ce côté-là, c'est-à-dire la présence d'éléments historiques, la Prusse, le roi de Bavière, on a aussi un autre personnage historique féminin qui fait une apparition et qui est plutôt cool et badass, et j'ai vraiment bien aimé, je vous dis pas qui. Si vous êtes curieux, allez lire la BD. Graphiquement, c'est magnifique. On est sur des crayonnés très légers, très aériens, avec de l'aquarelle au ton pastel. C'est vraiment super joli. Donc assurément, je lirai le tome 2, d'autant plus que le tome 1 se termine encore une fois sur un cliffhanger et c'est pas possible. Donc je vais emprunter la suite prochainement. On continue avec le tome 2 de Lady Mechanika, toujours par Joe Benitez, chez Glénat Comics. Dans la dernière vidéo comics, vous le savez, j'avais présenté le tome 1 dans lequel je m'étais vraiment lancée avec beaucoup d'enthousiasme parce que cette série est un énorme succès, tout le monde adore, tout le monde dit que c'est génial. Donc j'avais placé la barre assez haute et j'avais été assez déçue, et Dan aussi. À la fin du tome 1, on avait l'auteur, donc Joe Benitez, qui nous expliquait qu'il avait eu l'idée de faire ce comics à force de voir les cosplayers steampunk dans les conventions. Que du coup, il avait fait des recherches sur ce mouvement pour en savoir un peu plus, donc c'est un mouvement où on a un 19e siècle où les machines fonctionnent à la vapeur, et du coup ça lui avait donné l'idée de produire donc cette histoire où on a Lady Mechanika qui est une héroïne rescapée d'une expérience scientifique qui lui a enlevé la mémoire mais l'a dotée de 2 bras mécaniques. Du coup elle devient une sorte de détective et va enquêter sur son passé pour savoir qui elle est et puis qui lui a fait ça. Malgré de très très beaux dessins, j'avais vraiment pas accroché au tome 1 où j'avais trouvé un scénario vide et trop classique, et graphiquement c'était trop statique pour moi. Et là ce tome 2 c'est pas mieux. Alors déjà il est très très court, et du coup il ne se passe pas grand chose, voire rien en fait. À la fin du tome 1, on retrouvait Lady Mechanika qui s'apprêtait à pénétrer à bord de l'héliocraque, un zeppelin, un vaisseau assez steampunk, pour trouver des réponses à propos d'une autre fille un peu comme elle, qui a été modifiée et génétiquement et qui est devenue une espèce de mi-femme, mi-machine. Et donc là, dans ce tome 2, elle monte à bord du zeppelin et elle se retrouve donc au beau milieu d'un bal masqué, donc ce qui donne lieu à de très très beaux costumes, de très très beaux dessins, youpi, super, sauf que, il se passe pas grand chose en fait. Clairement, j'ai un problème avec cette série. Joe Benitez vraiment met toute son énergie dans les dessins, mais ça suffit pas. Le problème c'est que c'est presque trop steampunk, on a vraiment l'impression que c'est une caricature du mouvement, selon moi. Et vraiment tout ça manque de finesse et de subtilité. Si vous voulez lire du steampunk, finalement lisez Le Château des Étoiles que je vous ai présenté juste avant, parce que ça a rien à voir, et là c'est vraiment le steampunk au service d'une histoire intéressante. Et là c'est pas le cas. On retrouve encore ces gros dessins de personnages de pied en cap qui prennent toute la page, et pareil c'est joli mais c'est hyper statique du coup, et non, vraiment j'accroche pas. Alors je vais quand même lire le tome 3 je pense, parce que à la fin de ce tome 2 on a quelques planches du début du tome 3, et là j'ai l'impression qu'on change un peu de ton, qu'on change un peu de genre, puisqu'on va avoir peut-être un côté plus aventurier, peut-être un peu Lara Croft, et là du coup ça m'intéresse peut-être un peu plus, avec une patte graphique un peu différente. Et là on continue avec une très bonne découverte, c'est le tome 1 de Monstress, paru chez Delcourt, par Marjorie Liu et Sana Takeda. Là on est dans de la fantasy, assez adulte et assez dépaysante, parce qu'on a un côté vraiment très japonais qui ressort des créatures et de l'univers proposé, et même de la construction du récit. On est dans un monde qui est coupé en deux, avec d'un côté les humains et de l'autre les arcaniques, et entre eux évidemment une guerre sans merci qui dure depuis très longtemps. Nous on va suivre le personnage de Maika, qui est une jeune femme qui a perdu la mémoire, là encore, qui a perdu aussi un bras,
et qui donc ne sait plus trop qui elle est, et qui va entendre une voix à l'intérieur d'elle lui parler, et on n'en sait pas trop sur cette entité à l'intérieur d'elle, sinon qu'elle vient de se réveiller et qu'elle a faim, et que du coup elle va quelquefois prendre le contrôle du corps de Maïka pour se nourrir. Et elle mange pas vegan. Maïka va évidemment tenter de retrouver son passé, de comprendre et de combattre la chose qui est en elle, mais elle va se retrouver vraiment en plein milieu de cette guerre qui oppose les humains, les arcaniques et puis encore plein d'autres créatures. Bref, voilà à peu près pour le pitch de départ, mais c'est quand même une histoire qui est très difficile à résumer parce qu'elle est assez complexe. C'est vraiment la mythologie qui est assez complexe et qui va être dévoilée vraiment petit à petit par petites touches au fil du comics. Et c'est probablement ce qui fait qu'on va accrocher ou pas à ce comics. Dan a pas accroché. Il a pas aimé, pourtant il a adoré les dessins et tout, mais il a pas accroché à cette histoire, alors que moi, oui. En termes d'ambiance, c'est assez sombre, horrifique, parfois gore et assez violent. Et en plus d'avoir un univers hyper riche dont on a vraiment envie d'en savoir plus, on a un univers graphique qui est à couper le souffle. On a un côté donc très japonais dans les décors, dans les visages des personnages, dans la dynamique qu'on a dans les cases, mais ça va super bien avec cette histoire qui là aussi s'inspire d'éléments de l'histoire japonaise. Et ce côté japonais vient se mélanger avec d'autres genres comme le steampunk ou l'art nouveau, et c'est juste trop beau. Le trait est super fin, il sait être horrifique et gore quand il le faut, et en même temps proposer des petits personnages comme la renarde qui sont juste trop mignons. Et puis ce trait est renforcé par une mise en couleur, pareil que j'ai adoré, dans des tons foncés de vert, de marron, de bleu. C'est super beau. C'est un comics hybride vraiment atypique, qui m'a complètement plu. On a un univers de fantasy qui s'inspire du Japon de façon assez subtile, qui propose pas mal de créatures et d'éléments de mythologie, mais sans non plus en faire trop. Et on a une réflexion sur les légendes et les dieux qui est proposée, qui est intéressante et qui donne encore envie d'en savoir plus. Et voilà, si vous adorez la culture japonaise et que vous aimez la fantasy adulte, il faut vraiment lire ce comics parce que je pense que vous allez l'adorer. Voilà, c'est tout pour les BD, comics et mangas que j'ai lus ce mois-ci. J'ai fait de très très bonnes découvertes encore une fois. Si vous avez des recommandations à me faire ou si vous avez lu quelques-unes de ces BD ou comics, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à venir sur pugoscope.fr puisqu'on a toutes les chroniques vraiment beaucoup plus complètes et détaillées que ce que j'ai fait aujourd'hui, qui sont disponibles sur le site. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Bon, ça peut plutôt être cool, pas putain. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un truc qui vole. Plus de détails, allez voir ma vie, non. Ah